À notre émission de la semaine, mettons le cap sur le Tchad. Nous parlons avec le président de la Fédération de la diaspora tchadienne qui est avec nous à Montréal, Monsieur Galamali Mahamat Ali. Monsieur Galami Mahamat Ali qui est avec nous ce soir à l'émission. On parlera évidemment de la diaspora tchadienne. En deuxième partie de cette émission, nous recevons Monsieur Nicolas Landao. Monsieur Nicolas Landao qui est un homme d'affaires, il est congolais, il est angolais aussi, en fait de parents qui est angolais. On parle aussi évidemment du développement, on parle de la réalité africaine comme telle. Et on termine l'émission, madame, messieurs, avec le spectacle de monsieur J.P. Boussé. J.P. Boussé, tête d'affiche star de la musique congolaise, ici même. Et ça a eu lieu évidemment au Afro Musée à Montréal. Nous étions présents, on a eu également le commentaire de plusieurs téléspectateurs. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, comment ça va chez vous? Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. J'espère que ça va très bien chez vous à la maison et qu'on est de bonne humeur et qu'on garde le sourire naturellement. À l'émission, aujourd'hui, nous parlons du Tchad, un pays d'Afrique centrale. Vous avez déjà entendu parler de ce pays à quelques reprises, puisqu'on a reçu quelques artistes de ce beau pays, et leur capitale, je le souligne, c'est N'Djamena. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur. Il est le président de la Fédération de la diaspora tchadienne, la FEDIAT. Monsieur Galami Mahamat Ali. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur Henri, ça va très bien. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Je vois que vous avez un costume qui représente votre pays, quelque part. Tout à fait. Ça, c'est vraiment le costume officiel traditionnel. Tout à fait, c'est le costume traditionnel, on l'appelle le kaftan. Le kaftan? Oui. Qui est monsieur Galami Mahamat Ali? Bon, je suis un Tchadien. Je suis un diplômé de formation, un ancien énarque, diplômé aussi de l'Université du Québec à Montréal. Ça fait presque une trentaine d'années que je vis ici au Québec. Et donc, je suis très impliqué dans la communauté tchadienne en tant que personne de ressources. Et quand il y a eu la mise en place et la création de la Fédération de la diaspora tchadienne, j'ai été élu comme président. Et je voulais aussi remercier ici l'opportunité, et puis remercier l'équipe d'ici, et les techniciens aussi, quand même de m'avoir invité pour venir échanger les idées sur mon pays, le Tchad. Vous savez, c'est un plaisir, c'est un honneur, monsieur Mahamat Ali, de vous recevoir. Je dois le préciser et le souligner encore une fois auprès de nos téléspectateurs. L'émission ici n'est pas destinée qu'à l'Afrique de l'Ouest ou encore à certains pays que j'ai entendus comme le Congo. Bien sûr qu'on aime ces pays-là, mais l'émission ici, vraiment, on est tourné vers toute l'Afrique, y compris les pays de l'Afrique de l'Est, et y compris aussi des pays tels que le vôtre, l'Afrique centrale, comme tel. Le Tchad vit des situations assez incroyables. Depuis déjà un certain nombre d'années, on voyait très peu de Tchadiens à Montréal. Depuis déjà quelques années, il y a un nombre quand même assez grandissant des Tchadiens qui viennent s'installer ici. Comment l'expliquez-vous? Bon, je l'explique par le fait suivant, c'est que la diaspora tchadienne, par essence, c'est une diaspora qui est encore trop jeune. Elle est encore trop jeune comparativement à la diaspora du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou du Ghana. Oui. C'est une diaspora qui est encore trop jeune, qui se cherche, qui s'organise en association, en amicale et notamment maintenant avec la FEDIAT, qui est la Fédération de la diaspora tchadienne, qui est une organisation fêtière qui a pour vocation de rassembler tous les Tchadiens à l'extérieur dans une structure pour pouvoir constituer une force et puis être un partenaire du Tchad. Ça fait déjà 3 ans que ça existe. Oui, ça existe. Qu'est-ce qui a motivé finalement ce regroupement entre Tchadiens, réaliser finalement que si on se met ensemble, parce que chez vous c'est vraiment une fédération
dans le monde entier, quelque Oui, part. dans les différents continents. Et c'est même précisé ici, si j'ai bien compris, il y a en fait, son bureau exécutif est composé de 15 membres en raison de 3 membres par continent. Exact. Donc l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Et le siège, bien sûr, c'est ici à Montréal. Tout à fait. Alors, ce qui a motivé, c'est que bon, il y a un maxime qui dit que l'union fait la force. Oui. Et le fait que la diaspora est disparate, le fait qu'elle est disparate, cela ne constitue pas une force. Et cela même pose un problème pour le pouvoir public du Tchad, pour avoir un interlocuteur avec qui échanger, avec qui parler. Mais si on arrive quand même à faire une organisation qui va regrouper tous les Tchadiens, cela permettra aux autorités de mon pays d'avoir un seul partenaire auquel ils peuvent quand même échanger pour voir les préoccupations, savoir les Tchadiens à l'extérieur, ils sont combien, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rapport. Parce que nous constituons aussi comme un facteur de développement. Justement, parlant de développement, dites-moi, quelles sont vos priorités au sein de votre organisation? Bon, nos priorités sont multiples, mais nous allons pas à pas. Parce que ce qui est important, ce sont les résultats. Au départ, la diaspora africaine est trop négligée par les pays africains. On n'a pas une certaine considération pour la diaspora. Et comment l'expliquez-vous? Bon, j'expliquerai cela par le fait que il y a certains pays qui n'ont pas encore pris conscience du fait que la diaspora peut être un outil de développement. D'accord. Là, je vais... Et c'est dans ce cadre-là que, si j'ai bonne mémoire, en juin 2003, il y avait une session spéciale de l'Union africaine. La plus prestigieuse organisation continentale a tenu une session spéciale et a déclaré de façon officielle que la diaspora africaine constitue dorénavant un facteur de développement pour le continent africain. D'accord. Je vais vous ramener sur un élément que vous avez mentionné dans notre introduction, dans votre présentation. J'ai bien compris que vous êtes un ancien diplomate de carrière. Exact. Ça veut dire que vous êtes un ancien élément qui représentait votre pays à l'étranger. On se comprend, n'est-ce pas? Un diplomate a un rôle de représentation, évidemment, à l'étranger de son pays. Exact. À titre de diplomate, certainement que vous avez eu l'occasion, vivant à l'étranger, de suivre un petit peu ce qui se passait au sein des différentes diasporas, en ce qui concerne votre diaspora à vous, tchadienne. Que vous soyez en France, en Allemagne, aux États-Unis, en tant que diplomate, vous avez eu affaire à cette diaspora. Ma question ici, comment se fait-il que les diplomates africains qui sont affectés dans des pays étrangers, qui observent, puisqu'ils font des rapports, qui observent ce qui se passe au sein de la diaspora, ça a pris tout ce temps-là pour qu'ils réalisent enfin que la diaspora, elle est importante, sur le plan économique même. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je réponds tout simplement, comme tout à l'heure je l'ai dit, c'est que dans tous les pays africains, ces pays-là n'ont pas la même perception, n'ont pas la même vision du fait de la diaspora. Il y a certains pays, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Sénégal, le cas de la Guinée, du Maroc même aussi. Maroc, où le pouvoir public sur place a élaboré des stratégies de développement de la diaspora. C'est que le pouvoir central a pris des initiatives pour essayer d'encadrer la diaspora, pour le rendre fertile, capable de produire. Mais certains pays, tellement ils sont occupés par d'autres dossiers d'État, qu'il y a une négligence du côté de la diaspora. Dites-moi, comment se porte cette diaspora tchadienne ici, à Montréal? Je pourrais dire qu'elle se porte bien. Son bulletin de santé est très favorable. Différentes activités, c'est très favorable. Sur quoi est-ce que vous brillez? Nous sommes très unis. On s'organise
tant qu'on peut, au niveau de Montréal, à Ottawa, à Washington. Au niveau de l'emploi, est-ce que ça pose des problèmes? Au niveau de l'acceptation auprès de la population indigène, c'est-à-dire des Québécois, est-ce que ça pose des problèmes? Ça, c'est un problème très général, parce que tout le monde qui vit au Canada, le premier point important auquel il faudrait mettre l'accent, c'est la question de l'intégration. Et on ne peut s'intégrer que quand vous êtes employé. Mais bien sûr, bien sûr. Vous comprenez? Est-ce que la religion pose un problème? Non. Au niveau du Canada? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que le Canada, tout le monde vient de quelque part. Oui, hein? oui. Tout le monde, c'est un pays cosmopolite. Il y en a qui viennent d'Afrique, d'Europe, c'est pas Mais lorsqu'on vous voit vous habiller ainsi, est-ce que ça ne frappe pas, ça n'étonne pas et vous Non, pourtant, quand les gens ils voient comme ça, ils apprécient. Oui. Ils apprécient parce que voilà quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas acculturé. Qui n'est pas acculturé, merci beaucoup. On ne vous a pas appelé l'immigrant. Non, qui n'est pas acculturé, c'est quelqu'un qui accorde encore une importance de ses valeurs de son pays concernant l'habillement et d'autres facteurs encore. À vous entendre, Monsieur Ali, vous semblez un homme très fier de vous et très très content, très heureux au Canada. Non, absolument, parce que tout Tchadien à l'extérieur, il est l'ambassadeur de son pays. Exactement, normalement. Normalement, dans les faits, c'est comme ça. Donc, il doit représenter son pays dans une échelle à peu près un peu longue, et dans tous les domaines, culturel, artistique, cinématographique. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé en off qu'on avait une cinéaste du nom de Ali Omar, Hanifa, qui a présenté un film. Qui est toujours ici à Montréal? Oui, elle est encore ici à Montréal, alors, avec un film. On n'en parlera pas beaucoup, on a hâte de la recevoir. Tout à fait. Je fais la demande officiellement, on va la recevoir à l'émission pour parler justement de son film. Ok, je m'engage à pouvoir arranger tout ça. Dernier élément, avant de terminer notre interview, il reste pratiquement 5 minutes. D'accord. Je vais vous emmener sur un terrain, et puis d'ailleurs, ça me fait plaisir puisque j'ai affaire à un ancien diplomate. Donc c'est merveilleux. Merci. Vous êtes au fait de l'actualité internationale. Vous le savez, dans le monde, nous vivons une crise que nous connaissons avec l'Ukraine, avec la Russie actuellement, ce qui intéresse le monde. Et pour les experts, il y a quand même beaucoup de crainte de parler évidemment d'une troisième guerre. Personnellement, je n'y pense pas et je n'en veux pas parce que c'est ma génération, c'est notre génération, on veut la paix. Contrairement à tout cela, on constate qu'en Afrique également, il se passe beaucoup de choses. Je n'irai pas par 4 chemins, on parle du cas du Niger. Et nombreux parlent du fait ici que la France montre réellement ses dents envers le continent africain. Votre commentaire là-dessus? Bon, évidemment, ces derniers temps, les pays du Sahel, sont très mouvementés et je pourrais même dire qu'il y a un sentiment anti-français qui se répand. Quelle est votre compréhension de cette situation? Donc, ma compréhension à moi, c'est que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que, quand même, que les Africains se détachent un peu d'une force qui contrôle nos faits et nos gestes. Parce que le continent africain, aujourd'hui, est le plus riche de tous les continents. Mais on l'a toujours su depuis tout le temps. Mais pourquoi ce n'est que maintenant qu'il y a comme une espèce de réveil ou une espèce de, comment dirais-je, oui, de réveil, où on sent un sentiment, je l'ai bien compris, qui n'est pas anti-français, parce que les Africains, nous aimons les Français, on est attachés à eux, on aime beaucoup la France, on aime leur culture. Mais beaucoup parlent ici, on remet en question la politique étrangère française telle qu'elle est appliquée. Et moi, je parle ici des accords de coopération signés depuis l'accession de ces pays qui sont encore en règle jusqu'aujourd'hui. Donc, ces pays-là cherchent quelque part, d'après vous, en fait, d'après moi, est-ce à s'en débarrasser? Et je termine ici par une autre question. Assiste-t-on ici à un deuxième Ukraine, mais cette fois-ci en Afrique, où carrément c'est l'ancienne puissance coloniale qui dit « moi, j'ai mon morceau et j'y tiens, et personne ne va me l'enlever, encore moins la Russie, au travers des coups d'État ». Je m'arrête là. Bon. Je pense qu'il y a une nouvelle donne qui se passe à l'heure actuelle en Afrique.
Parce que vous conviendrez avec moi qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas seulement la présence de la France qui est très remarquable en Afrique, mais on a l'impression que toutes les puissances occidentales ont ouvert un nouveau jeu en Afrique. Vous trouvez les Américains qui sont là, les Français qui sont là, les Chinois qui sont là. Donc c'est comme si la lutte au niveau de l'Europe, au niveau des grandes puissances, se déplace en Afrique. Et on est très curieux pour savoir où ce que ça va amener. Sauf c'est vrai que de tous les pays qui ont colonisé l'Afrique, seule la France qui est demeurée encore dans le continent africain, les autres se sont repliés. Et il faut aussi dire que de tous les marchés mondiaux, aujourd'hui, l'Afrique est encore vierge. Hein, c'est un terrain vierge. Ailleurs, tous les marchés sont saturés. Donc, on a comme l'impression qu'il y a une guerre des grandes puissances qui se passe en Afrique. On ne sait pas s'il y aura l'intervention ou non. Ma dernière question ici, est-ce que cette intervention, en fait, des pays de la CEDEAO, est-elle vraiment utile, pertinente, ou est-ce qu'il s'agit-il ici plutôt la crainte de certains régimes de tomber? Je parle ici de la Côte d'Ivoire, je parle ici du Sénégal, je parle ici du Congo-Brazzaville, je parle ici du Rwanda. Okay. En réalité, il y a un processus qui est déjà engagé. Quand un processus est déjà engagé, c'est comme... Quand il s'est mis en branle. Non, le processus engagé, c'est-à-dire que bon, tout le monde a demandé le départ de... Regardez, en 18 mois seulement, la France est chassée du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, et maintenant, au Niger, on lui montre la porte de sortie. Donc, il y a déjà un sentiment de prise de conscience. Et puis la jeunesse africaine, c'est pas la jeunesse des années 60. Aujourd'hui, elle est cultivée, c'est une jeunesse qui est informée, c'est une jeunesse qui connaît ses intérêts. Alors que la France a mis autant de temps, mais il n'y a pas de résultats escomptés. Comprenez-vous, il n'y a pas de résultats escomptés. Donc, les Africains veulent des pays où il y a de coopération égale à égale, pour que l'Afrique aussi quand même puisse décoller. C'est incompréhensible qu'avec toutes les richesses que détient l'Afrique, aujourd'hui, nous vivons la misère, nous vivons la famine, nous vivons les inondations, il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas des hôpitaux, et l'avenir est sombre. Alors, et autre chose encore, la question la plus fondamentale, je ne sais pas si vous avez entendu l'opération Barkhane, l'opération française. Ça fait déjà une dizaine d'années, même plus, que les Français sont là dans le but de chasser Boko Haram. Mais comment se fait-il qu'avec tous les moyens qu'ils disposent, avec, je ne sais pas, les chars, avec les drones, avec tout ça, Boko Haram est encore là? On est en droit de se poser des questions. Quand même. Je dois vous remercier parce que c'est déjà le temps. Je vous en prie, tout le plaisir pour moi. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous laisse avec le mot de la fin, rapido presto. Qu'est-ce que le grand public doit retenir de cette interview réalisée avec vous, je le souligne ici, qui est le président de la Fédération de la diaspora tchadienne, ici même au Canada? Bon, l'idée que je veux que le public retient, c'est que la diaspora s'organise. La diaspora s'organise et vraiment, elle veut prendre la place qui lui revient. Il y a beaucoup de pays qui autrefois étaient des pays pauvres, mais grâce à l'apport de la diaspora, ces pays-là ont connu un léger mieux. Corée du Sud. La Corée du Sud, l'Israël par exemple, et même dans les pays africains, la Guinée-Bissau, le Mali et la Guinée, la Côte d'Ivoire, ont connu un léger mieux grâce à l'apport de la diaspora. Donc, la diaspora